Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'actions à PEA pour faire l'analyse fondamentale d'actions sur ce PEA sur une stratégie dividende mensuelle. Et tout cela fait suite à la première vidéo sur la stratégie à dividende mensuelle, donc je vais vous mettre le lien directement, qui contient des calendriers, des choses sur les calendriers des dividendes, des explications sur la stratégie à dividende mensuelle, ou ce style en tout cas, des choses sur l'éligibilité au PEA, des explications sur les dates de détachement et de paiement sur les actions, et enfin un calendrier sur le stock 600 avec les meilleures performances, les meilleures actions, et c'est celles que nous voyons maintenant en vidéo au niveau de l'analyse fondamentale qui arrive. On vient d'en faire toujours l'analyse fondamentale, même si elles versent leurs dividendes au fur et à mesure des mois. Et tout cela va se faire avec un nouveau matériel audio, comme le souhait a été émis dans les commentaires, notamment par David Tourbier et Gargamel. Je teste du nouveau matériel et j'espère que le son va être de meilleure qualité, sinon il y aura encore des réglages à faire, mais pas de souci, nous les ferons au fur et à mesure, tout ça pour améliorer la qualité du son comme cela a été demandé. Et nous allons faire cette analyse fondamentale selon toujours les 8 critères qui sont sur la gauche pour ceux qui ne sont pas habitués, les 5 critères essentiels et les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et si vous n'avez pas vu la vidéo qui détaille tous ces critères, eh bien je vous la mets en lien. Mais avant tout ça, malheureusement ça va être avec l'ancien son, mais je vous envoie vers le petit rappel concernant la stratégie à dividende mensuel. Du coup, la stratégie à dividende mensuel, l'idée c'est vraiment de se faire une rente des revenus mensuels. On n'est pas sur une stratégie à fort dividende, donc c'est pas forcément une rente tout de suite. On n'est pas non plus sur des dividendes aristocrates, donc c'est pas forcément une rente à l'avenir. Là, c'est pas forcément ça l'idée. Là, l'idée c'est vraiment d'avoir des revenus mensuels pour entre guillemets remplacer un salaire. L'idée c'est d'essayer de se faire ces revenus au fur et à mesure et d'en avoir un peu qui tombent tout au fur et à mesure de l'année, comme si on avait un salaire, même si c'est un peu différent. L'idée, c'est d'avoir des revenus équivalents chaque mois pour se faciliter la gestion des finances. Bien sûr, ça dépend de vous, à quel point si vous recevez une grosse somme au mois de janvier et puis plus rien dans l'année, est-ce que vous êtes capable de la gérer ou non, ou est-ce que vous préférez effectivement en avoir au fur et à mesure de l'année et qui vient plus rapidement comme ça. Du côté des sociétés, au niveau des États-Unis, les dividendes ils sont très souvent trimestriels. On a vu avec Realty Income par exemple, il y a même carrément du mensuel, mais c'est quand même très rare. Par contre, au niveau européen, là c'est plus très rare ceux qui sont trimestriels, c'est plutôt annuel ou à la limite biannuel, donc 2 fois par an. Mais sinon, semestriel si vous préférez. Mais sinon pas grand chose d'autre. Mais du coup l'idée dans cette stratégie, voilà, ça c'est pareil, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez absolument avoir un revenu équivalent chaque mois comme si on avait un salaire, et donc du coup faire ces choix de société à dividendes, il faut forcément qu'elle verse des dividendes sinon ça ne fonctionne pas, mais qui soient complètement équivalents chaque mois. L'idée dans cette action, dans cette stratégie-là, dans ce style-là, c'est toujours pareil avec les dividendes, et bien ça nous permet de réinvestir sans vendre. On peut réinvestir sans vendre des actions, en gardant complètement ces actions-là à vitam aeternam si on le souhaite. Ça c'est pareil, ça dépend de la stratégie. Et en plus, dans le réinvestir sans vendre ici, vu que ça tombe mensuellement, on pourrait même se faire une stratégie qui consisterait à les dividendes reçus en janvier, on les réinvestit dans les actions qui vont verser des dividendes en février, les dividendes reçus en février dans les actions de mars, et ainsi de suite. Et comme ça, vous profitez des intérêts composés vraiment très très rapidement, puisque vous imaginez, vous venez à peine d'avoir les dividendes qui viennent de tomber en janvier et vous pouvez déjà les réinvestir dans les actions qui vont verser un dividende très prochainement, donc avec des dates de détachement du dividende qui arrivent très vite. Bien sûr, donc ça voilà, donc ça c'est intérêt composé au maximum, effet boule de neige au maximum, et ça peut permettre des choses très intéressantes de ce point de vue-là, et c'est toujours après tous les bénéfices classiques, on va dire, des dividendes. Il y a quand même des inconvénients, bien sûr, comme dans toute technique, la pérennité du dividende, on en reparle, puisque je vous l'avais mis déjà dans les forts dividendes, je vous l'avais mis dans tout ça, et bien là c'est la même question qui va se poser, c'est qu'est-ce que vous faites si la société ne verse pas de dividende? Vous aviez prévu que la société verse le dividende en avril, elle ne le verse pas en avril, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sortez la société de cette stratégie mais vous la gardez pour une autre stratégie? Est-ce que à chaque fois est-ce que pour vous c'est un critère et vous vendez? Tout ça, voilà, il faut faire attention. En tout cas, la pérennité du dividende, c'est bien à un statut, on peut essayer de l'imaginer, de l'envisager avec les ratios de distribution, les critères que je vous présente, etc. Mais par contre, il n'y a rien qui est sûr.
Donc il faut faire attention. Il y a aussi un autre problème, donc là on se recentre sur le PEA, on verra aussi du côté américain, mais avec les dividendes trimestriels ce sera un peu moins problématique. Mais chaque mois, dans tous les cas, la proportion elle est inégale de sociétés qui versent un dividende. Donc là c'est si on s'intéresse à la date de paiement du dividende. Vous allez voir que globalement du côté de l'Europe, il y a 3 mois, même presque 2. Les 2 mois là où il y a le plus de sociétés qui en versent, c'est en mai et en juin. Il y en a beaucoup quand même en avril, mais tout ce qui est après le premier trimestre ou le dernier, ou même les mois plutôt d'août, septembre, octobre, c'est un peu vide quoi. Et donc du coup, il faut réussir à jongler à ce niveau-là. Vous allez voir quand je vais vous faire le calendrier avec les sociétés qui ont seulement performé là, et vous verrez qu'il y a vraiment une proportion complète de sociétés différentes, et sur les mois de mai et juin, je vous les présente même pas tous parce que il y en a vraiment beaucoup trop. Donc ça peut être un peu embêtant parce que du coup ça peut vous faire des mauvais choix. Puisque du coup vous voulez absolument une société en janvier, mais par rapport à vos critères, il n'y en a pas beaucoup, et donc du coup ça peut un peu limiter, et au lieu de prendre une société qui serait bonne et qui serait au mois de février, vous prenez celui de janvier. Donc ça c'est pareil, à vous de voir, est-ce que c'est problématique pour vous s'il y a quelques mois où il y a des trous ou pas du tout. Tout ça c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez gérer par exemple cette rente équivalente, pas tous les mois mais tous les 2 mois, pour pouvoir, on va dire, réussir à lisser ça? Est-ce que vous préférez la gérer par trimestre et du coup vous dire bon ça va, j'arrive à gérer au niveau de la facilité de ma gestion de finances, c'est correct par trimestre? Voilà, tout ça c'est plein de choses, mais il faut penser à ces inconvénients-là. Le choix de société moins convenable, c'est ce que je vous ai dit, c'est effectivement, vu qu'il y a la proportion inégale, si vous êtes sur des critères complètement câblés, etc., vous pouvez être amené à vous dire je veux absolument une société en janvier, mais finalement il n'y en a pas qui rentrent dans vos critères, et du coup vous en prenez une quand même, soit parce que vous vous dites oh, sur le mois de janvier les critères je les fais un peu sauter, etc. Et donc du coup vous pouvez être amené à faire le choix d'une société qui vous plaît moins par rapport à si vous aviez pris le mois d'après. Donc faites attention à ça, il faut que vous soyez très clair dans les critères et que vous respectiez concrètement votre stratégie. Ça peut être une stratégie de prendre une société moins convenable, mais faites attention. Ensuite, il y a quand même un petit bémol à tout ça, vous allez voir, moi je vous ai présenté un calendrier de dividendes, mais si vous regardez année après année sur une société, eh bien sa date de paiement du dividende, je me suis intéressé à la date de paiement, parce qu'il y a la date de détachement d'abord, qui est là où il faut posséder l'action pour pouvoir avoir le dividende, et cette date de dividende, le paiement de ce dividende va se faire à une date ultérieure. Et après il y a le petit délai du broker, du courtier, généralement c'est très très court. 24, 48 heures peut-être, mais c'est vraiment très très court. Mais en tout cas, ce qui est à noter, c'est qu'il y a une variabilité dans la date de paiement des dividendes. Il y a des sociétés qui sont vraiment câblées, ça tombe tout le temps en mai. Il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile à savoir. Donc moi, ce que je vous ai mis généralement, ce que j'ai considéré, c'est ce qui s'était passé la dernière année. Et comme ça, je me dis, on espère que l'année suivante, ils vont faire la même chose. Et puis en plus, de la même façon, avec des années comme la pandémie en 2020, il peut y avoir des dividendes qui sautent des mois ou qui passent de février à avril ou des choses comme ça. Ça se trouve complètement. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous amenais un peu à cette réflexion de est-ce que vous voulez vraiment la gérer par mois, ou est-ce que ça vous dérange que ça soit pas complètement équivalent chaque mois. Il faut réfléchir à tout ça puisque du coup il y a cette variabilité qui peut arriver et qui peut du coup entraîner un peu des choses différentes. De la même façon, cette variabilité, elle est aussi, même si moi je vous les ai mis par mois, entre le 2 avril et le 25 avril, c'est pas la même chose. Vous ne recevez pas au même moment. Donc il y a ça aussi à prendre en compte parce que le 25 avril est beaucoup plus proche du 2 mai que du 2 avril. Donc voilà, pourtant la société, je l'ai mis en avril. Il y a tout ça à réfléchir et tout ça, ça peut effectivement venir un peu contrecarrer vos plans de quelque chose qui serait parfaitement structuré. C'est toujours pareil, ça ne peut pas être parfaitement puisque on ne maîtrise pas tout ce qui va être décidé dans les différents conseils d'administration des sociétés. Toujours plein de choix, on va revenir sur les mêmes choix qui sont à faire sur les stratégies, mais c'est souvent les choix des dividendes,
beaucoup de styles de stratégie. Est-ce que vous partez sur une stratégie de DCA ici, qui est possible, hein, avec le réinvestir sans vente que je vous ai dit. Et, votre DCA, c'est on investit au fur et à mesure, et à chaque fois qu'il y a un dividende qui tombe, ça tombe dans les sociétés du mois d'après, et ainsi de suite. Et après, de la même façon, votre DCA, vous pouvez vous dire, bon, bah, est-ce que je le fais au niveau global? Est-ce que je renforce les sociétés du mois où j'ai moins de paiements pour l'instant de dividendes, estimés en tout cas, ou même par rapport à l'année d'avant? Voilà, c'est à vous de voir, mais ça peut être un DCA comme ça, où c'est pas forcément vous mettez exactement la même proportion sur chaque société, ça peut être vous mettez la proportion en fonction du paiement du dividende de l'année d'avant sur tel mois, et donc du coup renforcer le mois de février s'il a été moins bon, ou ne pas renforcer le mois de mai parce qu'il a été très bon l'année d'avant. Tout ça, c'est des choix, et puis après, bah, ça peut être aussi ne pas vouloir trop vous exposer à une certaine société et accepter un peu plus de variation, de moins d'équilibre, mois après mois, des dividendes. Il va toujours y avoir aussi la question, vous pouvez jouer votre DCA en mode timing, c'est-à-dire même si vous avez effectivement pris des sociétés qui versent globalement leurs dividendes chaque mois, plutôt jouer sur le timing et donc aller sur des actions où elles sont à un bon prix actuellement, où vous allez jouer un rebond, etc. pour pouvoir profiter au maximum du dividende, puisque le dividende annoncé, le montant, je vous le rappelle, c'est sur le cours actuel du cours de bourse. Donc si vous réussissez à faire des timings et à prendre les sociétés moins chères, et bien forcément, même si la société annonce par exemple 2% de dividende à une date donnée, mais vous l'avez eu 50% moins cher l'action, et bien forcément vous aurez largement plus de 2% de dividende, ce qui peut être intéressant. La durée d'investissement est toujours à réfléchir, pareil, on parle de DCA, on parle de durée d'investissement, qu'est-ce que vous faites si le dividende n'est plus versé pour cette société? Tout ça, c'est des critères qui sont à mettre en place. Et donc du coup, ce qui va avec, hein, toujours, mettez des critères d'achat et de vente des actions. Pourquoi vous avez acheté l'action? Pourquoi vous la vendez? Qu'est-ce que vous faites si l'action passe durablement son dividende de la date de paiement de février à mai par exemple? Alors que vous comptiez sur cette entreprise pour vous verser un dividende en février, et maintenant ça passe en mai, ça vous dérange? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vendez pour en acheter une autre? Est-ce que vous ne la vendez pas? Tout ça, c'est vraiment à déterminer. Et les durées d'investissement aussi, même si dans une stratégie à dividende, généralement, on va aller plutôt sur du long terme pour pouvoir faire ces dividendes justement mois après mois et pouvoir potentiellement réinvestir, comme je vous l'ai dit, mois après mois et profiter d'un intérêt cumulé très rapide. Il y a toujours aussi cet aspect diversification à faire attention. Je vous ai dit, il y a moins de sociétés qui vont, la proportion est inégale au niveau des sociétés, donc faites attention à votre diversification. Est-ce que vous voulez une diversification sectorielle au fur et à mesure de l'année? Donc si par exemple vous prenez une seule société par mois, c'est vous qui choisissez, est-ce que vous voulez quand même un secteur? Et donc du coup, faites attention à avoir un secteur par mois. Est-ce que vous vous en fichez complètement? Tout ça, c'est des choses à définir. Et pareil, est-ce que vous voulez vraiment une seule société par mois ou plusieurs? De la même façon, donc le PEA, le CTO, donc là aujourd'hui on voit pour le moment pour ces premières séries de vidéos on voit le PEA, ensuite il y a toujours la possibilité d'aller sur CTO, sur des actions qui ne sont pas éligibles au PEA, les actions qui ne sont pas européennes, ou les actions suisses, les actions anglaises, les actions américaines, certaines actions immobilières qui même si elles sont au niveau des pays où généralement c'est éligible au PEA, ne sont pas éligibles au PEA, ou même des sociétés au Luxembourg par exemple, comme nous avons pu voir avec SES. Enfin, toujours pareil, pensez bien à votre sélection d'actions ou d'ETF pour répondre à votre stratégie. Donc la sélection d'actions, quels sont les critères de ces actions, mis à part qu'elles vont répondre à, elles versent un dividende et elles vont tomber, la date de paiement du dividende va tomber tel ou tel mois, selon la stratégie de dividende mensuel, quels autres critères vous souhaitez absolument sur cette action, et qu'est-ce qui vous fait que vous allez la prendre ou vous n'allez pas la prendre, et justement éviter de tomber dans le piège de choix de sociétés moins convenables, même si elles versent leurs dividendes dans le mois qui vous intéresse. De la même façon, vous pouvez passer par des ETF pour faire ça, mais là, dans ce cas-là, du coup, allez regarder pareil la composition de l'ETF pour savoir à quel point il va y avoir des dividendes et quelle proportion de dividendes il va y avoir chaque mois, et du coup, comment vous gérez cet ETF ou même ces ETF, parce que ça peut être des ETF par secteur par exemple, et du coup, quelle est l'allocation que vous mettez sur chacun des ETF
pour pouvoir répondre à votre demande de rente mensuelle en tout cas. Et pensez dans tous les cas, à chaque fois, c'est pour ça que je vous mets tous ces critères-là, définissez bien les choses et gardez psychologiquement bien la tête froide pour maintenir votre stratégie. Vous verrez plus tard si elle fonctionne et du coup vous pouvez très bien adapter votre stratégie mais évitez de la changer tout le temps. Si elle fonctionne, elle fonctionne. Si peu importe après si vous battez le marché tous les ans ou pas tous les ans, c'est pas parce qu'une année vous ne battez pas le marché que les 5 années d'après avec la même stratégie vous n'allez pas le battre. Ça dépend beaucoup, mais réfléchissez bien à votre stratégie et fixez-la vous. Passons donc désormais à l'analyse fondamentale des actions et c'est celles qui ont performé quand on prend les 3 dernières années sur les actions du stock 600, c'est celles qui arrivent en deuxième dans le classement. Chaque mois on prend une action qui verse un dividende au niveau de la date de paiement et là c'est la série des deuxièmes actions. La vidéo sur les premières actions, je vous la mets en lien, elle a déjà été faite pour celles qui ont le mieux performé à chaque fois. Vous voyez qu'il n'y a que 8 cases et pas 12 comme le nombre de mois, puisqu'il y a des actions qui sont déjà arrivées en première place et qui versent leurs dividendes en plusieurs fois et qui vont arriver en deuxième place sur certains mois. Et il y a d'autres actions qui vont arriver plusieurs fois en deuxième place, donc du coup je ne vais les présenter qu'une fois. On ne va pas faire de doublons. Et nous commençons tout de suite avec une action que nous avons déjà vue, c'est une action espagnole du côté de l'énergie, il s'agit d'Iberdrola. Nous avons déjà vu cette action et donc c'est juste une mise à jour ici. La dernière mise à jour elle date d'octobre, je vous mets en lien la vidéo si vous ne l'avez pas vue, sur cette société. Et un seul critère est à mettre à jour, c'est un critère concernant les dividendes et comme il y a beaucoup de vert pour cette action, vous comprenez que ça va être une petite dégradation de ce critère, nous verrons ça ensuite. Du côté business, du côté actualité pour Iberdrola. Il y a deux actualités. Tout d'abord, Iberdrola qui renforce sa présence du côté de la Pologne. Vous voyez un engagement à la faveur d'énergie renouvelable en Pologne avec l'attribution à Vestas d'un nouveau contrat pour la fourniture et l'installation de turbines pour un parc éolien, Kornik-Nika 2, son nom en tout cas c'est celui-ci. Cela va comprendre 14 éoliennes, vous voyez, dans le nord-ouest de Varsovie, capitale de la Pologne, et Iberdrola, vous voyez qu'elle développe également un portefeuille de projets éoliens offshore en Pologne qui comprend 7 projets et d'une capacité potentielle pouvant aller jusqu'à 7800 MWh, 7300 MWh. Donc vous voyez que Iberdrola en Pologne, elle renforce concrètement sa présence. Mais elle la renforce également en France, et là c'est avec le partenaire qui est Ombrea dans l'agrivoltaïsme. Donc l'énergéticien espagnol, elle a signé avec la start-up, Ombrea c'est une start-up française, un partenariat qui est destiné à implanter des sites agrivoltaïques d'une puissance sur 15 hectares, une puissance de 10 MWh sur 15 hectares par projet, plusieurs projets, et dans le cadre de la poursuite de son développement de solutions innovantes pour renforcer la cohabitation des sites de production solaire photovoltaïque avec les activités agricoles. La société, à travers la filiale française, elle a signé avec la société française un partenariat pour le développement de projets de grande capacité en France et en Europe. C'est même pas uniquement en France, c'est sur plusieurs pays. Les deux entreprises, elles ciblent des sites agrivoltaïques de 10 MWh au minimum par unité et soit environ 15 hectares. Donc voilà, un partenariat qui renforce encore la présence et tout ça on avait déjà vu en plus qu'Iberdrola était déjà hyper bien implanté en France et donc elle renforce avec ces deux actualités ses positions d'un côté en France notamment mais on voit aussi en Europe et de l'autre côté en Pologne. Ces actualités de renforcement de la présence d'Iberdrola sur le sol européen, eh bien cela maintient le business en vert. Iberdrola reste une grosse capitalisation boursière du stock 600 et donc c'est toujours du vert pour ce critère également. Côté résultat net, eh bien il n'y a toujours pas de bémol pour Iberdrola année après année. Pour l'instant les estimations sont toujours bonnes donc c'est toujours en vert côté résultat. Côté cours de bourse, eh bien, c'est toujours haussier, 66% de hausse sur les 5 dernières années, une quarantaine de pourcents sur les 3 dernières années, donc c'est pas forcément le mois de janvier où il y a le plus d'actions et donc c'est pas forcément celles qui ont le plus performé, mais ça augmente au fur et à mesure, tranquillement entre guillemets, ce sont des belles performances, plus de 5% par an à chaque fois, et ça reste en vert. Le PER se situe en dessous de 20, il est autour de 19,7 actuellement, il reste donc dans la zone moyenne, dans la zone jaune, mais plutôt dans la zone basse de cette zone.
moyenne. Le dividende, lui, son rendement est très élevé, aux alentours de 4,20% avec le prix actuel de l'action et le dividende qui a été versé en 2021. Ce dividende est en augmentation année après année et pour l'instant en 2022, eh bien, ça s'annonce bien puisque le premier détachement fait en janvier est plus important que celui qui a été fait l'année dernière. Donc ça continue à être sur du vert. Et allons voir et mettre à jour tout de suite le ratio de distribution. Le ratio de distribution pour Iberdrola, même si les chiffres varient pas mal entre les différents sites, ce qui était à noter, c'était qu'on était dans une zone ici, hein, avec des ratios de distribution qui étaient inférieurs à 60% ou tout le temps inférieurs à 60% à peu près. Cela dépendait en fonction des différents sites, hein, bien sûr, puisque là on peut voir que c'est encore des ratios qui sont un peu moins importants. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que au niveau de la dernière année, eh bien, ce payout ratio, avec l'augmentation du dividende qui est quand même de 22% par an en croissance sur les 5 dernières années, eh bien là, on a atteint un payout ratio, donc un ratio de distribution, une distribution sur le résultat net, hein, en fonction des différents sites, vous trouverez les différentes appellations, et du coup qui est dans la zone entre 80 et 90, 83,23% ici sur ce site, et donc c'est du coup la zone que nous mettons en orange. Du coup, ça met un petit bémol aux années d'avant qui étaient complètement vertes, et donc du coup, nous allons dégrader le critère en vert clair. Le bilan est donc mis à jour pour Iberdrola avec le ratio de distribution qui est un tout petit peu dégradé, mais bon, pour l'instant, rien d'inquiétant, même le ratio de plus de 80% n'est pas très inquiétant pour l'instant pour les finances de l'entreprise. Le bilan reste donc positif pour Iberdrola avec seulement le PER qui apparaît en jaune parmi les 5 critères essentiels et même parmi les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, seul le ratio de distribution apparaît en vert clair, un petit peu dégradé avec tous les autres critères qui eux apparaissent tous en vert. Donc pour l'entreprise qui verse un dividende au mois de janvier qui arrive à la deuxième place au niveau de ce classement, eh bien c'est plutôt positif. Nous passons à la deuxième entreprise, une entreprise que nous n'avons pas encore vue, c'est l'entreprise qui verse un dividende au mois de février du coup. Et pareil, il n'y a pas beaucoup d'entreprises et il s'agit de Siemens Healthineers. Siemens Healthineers, c'est une entreprise allemande qui est spécialisée dans le matériel médical. Elle est issue de la branche dédiée dans le matériel médical de l'entreprise Siemens qui est bien connue. L'entreprise elle a été fondée assez récemment, vous voyez le 1er décembre 2017 ici, on trouve du 2015 de temps en temps, mais ça dépend au moment où on compte la séparation ou pas. Les effectifs sont tout de même de 66 000 employés, hein. Siemens est une très grosse entreprise à 350 000 personnes, donc forcément, même quand on dédie une branche, ça fait encore beaucoup de monde. Et si nous allons un peu plus dans le détail des activités, c'est cette branche-là, en tout cas, cette nouvelle société, hein, Siemens Healthineers, elle figure parmi les premiers fabricants mondiaux d'équipements dédiés à l'imagerie médicale, également au diagnostic de laboratoire et aussi au système d'information hospitalier. Le groupe il développe également des services de santé numérique, des services dédiés aux établissements de santé. La répartition géographique, vous voyez 6% en Allemagne, là où la société a son siège. Du côté de l'Europe, nous avons un peu plus d'un quart des parts, nous avons un tiers des parts aux États-Unis, et le reste se sépare entre l'Amérique, le reste de l'Amérique, la Chine et l'Asie-Pacifique. L'entreprise, elle est très bien implantée, en tout cas Siemens, même si celle-là est beaucoup plus jeune depuis bien longtemps. Et donc du coup, même si ce n'est qu'une branche de Siemens, tout laisse apporter qu'avec cette répartition géographique et tout l'aspect Siemens qui est en place depuis bien longtemps et bien développé, eh bien c'est du vert côté business. La capitalisation boursière pour cette société s'élève à 68,18 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière et le deuxième critère est donc en vert. Côté résultat net, en jaune ici sur le graphique, eh bien vous voyez qu'en 2021 le résultat était de 1,73 milliard, 3 ans avant 1,57 milliard et si nous faisons sur 5 ans, nous étions à 1,38 milliard. On voit donc que c'est en augmentation année après année globalement. Mais en moins, vous voyez en 2018 du moins, en 2020 du moins par rapport à l'année précédente. Donc du coup c'est globalement en augmentation, mais pas tous les ans. C'est donc un critère en vert clair.
Le cours de bourse, il est haussier. Nous n'avons pas 5 ans d'arriéré sur le cours de bourse. Vous voyez que ça démarre ici en 2018, le 16 mars 2018. Et donc du coup, sur cette période, c'est 99,87% d'augmentation. C'est une période de moins de 5 ans, ça fait donc largement plus de 5% par an. C'est donc positif ici, et ça serait donc en vert. Si nous partons sur 3 ans, puisque nous avons quand même la période de 3 ans, nous avons encore 71,29% d'augmentation. Donc encore une grosse augmentation. Cela confirme donc un critère en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué à 38,46 actuellement. Il est donc élevé, pas très loin de la zone des 35, mais il est quand même au-delà des 35 et se situe donc dans la zone rouge. Passons côté dividende. Côté dividende, pareil, nous n'avons pas beaucoup d'arriérés pour l'instant sur le dividende, mais avec l'estimation du dividende en 2022, eh bien cela montre quand même une évolution à la hausse par rapport au premier dividende en 2019, même très à la hausse, mais pas complètement, puisque vous voyez qu'entre 2020 et 2021, ce dividende n'a pas augmenté, donc même avec l'inflation, c'est comme si ça avait un peu diminué. Mais globalement, c'est en augmentation, et c'est donc un autre critère en vert clair. Le rendement de ce dividende, il est de 1,43%. C'est donc un rendement moyen, intéressant, qui se situe entre 1 et 2%, et donc dans la zone jaune. Côté ratio de distribution, la distribution sur le résultat net que vous voyez ici, qui va avec ce rendement de dividende, eh bien nous avons uniquement des chiffres qui sont en dessous des 60%. Nous regardons avant, ce sont les chiffres de Siemens, bien sûr, et c'est qu'à partir de 2019 où ce sont les chiffres de Siemens Healthineers. Donc si on prend même que Siemens Healthineers, que les 3 derniers, eh bien vous voyez que tout est inférieur à 60%, et donc c'est dans la zone verte. Pour terminer, le bilan apparaît positif pour la société Siemens Healthineers, puisque seul le PER apparaît dans la zone rouge au-delà des 35 parmi les critères essentiels. Tous les autres critères sont en vert ou en vert clair pour le résultat. Et il n'y a rien d'inquiétant à noter côté dividende non plus, puisque le dividende, le rendement, il est moyen, il est dans la zone assez intéressante. Ce dividende est plutôt en augmentation depuis la création de la société, mais nous avons peu d'arriérés sur cet historique. Et le ratio de distribution, même après la scission avec Siemens, l'entreprise de base, eh bien, est resté, ce ratio, même s'il a augmenté, il est resté dans une zone inférieure à 60%, plutôt proche des 50% actuellement, et donc rien d'inquiétant du côté de la sécurité financière pour le moment. Nous passons du côté de la troisième entreprise, c'est celle qui a une date de paiement au mois de mars, donc là il commence à y avoir plus d'entreprises que des dates de paiement en février et janvier. Donc il faut un peu plus se démarquer au niveau de ses performances boursières, puisque j'ai fait le classement sur les 3 dernières années. Et là c'est une société que nous avons vue, puisqu'elle apparaît dans différentes stratégies, c'est aussi une dividende aristocrate, et donc c'est une société du luxe parisien, Hermès Paris, une société du CAC 40 français. Nous l'avons vu donc dans une vidéo sur la stratégie dividende aristocrate. C'est dans la première vidéo sur les dividendes aristocrates que j'ai parcouru cette société. Et donc du coup, la dernière mise à jour est date de là. Je vous mets le lien si vous ne l'avez pas vu encore cette vidéo. Il n'y a pas de mise à jour à faire puisque la dernière vidéo et la dernière mise à jour datent de décembre 2021, donc il y a un mois, donc c'est assez rassurant qu'il n'y ait pas de mise à jour fondamentale tout le temps. Et donc du coup, vous voyez les critères qui ne sont pas à mettre à jour. Côté business, il n'y a pas d'actualité, ou de grandes actualités en tout cas, puisqu'il y a toujours des petites actualités pour les sociétés, donc cela reste du vert. Cela reste une grosse capitalisation boursière du CAC 40, et donc le vert est aussi conservé ici. Au niveau du résultat, c'est toujours la même chose. Il y a eu un petit bémol en 2020 avec une petite baisse par rapport à 2019, mais sinon c'est haussier année après année et c'est reparti en 2021 et c'est toujours la même chose pour les estimations pour la suite en tout cas. Donc c'est du vert clair. Au niveau du cours de bourse, nous avons 237% actuellement d'affichés sur 5 ans comme progression et donc le vert est sans appel, pas de souci là-dessus. Côté PER, là par contre c'est élevé, c'est dans la zone de 64 à peu près actuellement ce PER, et donc du coup bien au-delà des 35 et donc bien en rouge. Côté dividende, le rendement est très faible, 0,33% avec les prix actuels de l'action. Le dividende est plutôt en augmentation année après année, même s'il y a quelques stagnations, d'où le vert clair.
et le ratio de distribution, lui, est bien maîtrisé dans une zone plutôt autour des 30, même s'il y a un petit bémol en 2018 puisqu'il est allé au-delà des 60, d'où le vert clair. Et côté dividende, bien sûr, les stagnations, ça reste une dividende aristocrate, puisque du côté européen, le dividende a le droit de ne pas être augmenté tout le temps, contrairement à du côté des États-Unis. Le bilan pour Hermès, eh bien vous voyez, c'est un bilan qui apparaît positif puisque les 5 critères essentiels sont exactement de la même couleur que Siemens Healthineers. Bien sûr, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Et en plus, côté dividende, il n'y a rien d'inquiétant à signaler. Le rendement est certes faible, mais plutôt en augmentation année après année au niveau de dividendes versés. Et le ratio de distribution montre un dividende qui est bien maîtrisé et donc qui sécurise les finances de l'entreprise. Nous passons au mois d'avril, et au mois d'avril, c'est encore une société de luxe qui est arrivée ici en deuxième position pour cette deuxième vidéo concernant la stratégie dividende mensuelle, en tout cas celle où je fais des analyses fondamentales. Une autre société du luxe parisien, LVMH, qui s'est démarquée puisqu'il y a encore plus d'entreprises au mois d'avril, et cette société, il s'agit d'LVMH. Côté LVMH, là ce n'est pas une dividende aristocrate, donc nous ne l'avons pas vu dans ce cadre-là. La dernière fois que nous l'avons vu, c'est en octobre 2021, donc là ça commence à faire un peu plus de temps. Et c'était dans le cadre d'une vidéo sur les 4 actions du secteur du luxe du CAC 40 parisien. Je vous mets le lien si vous ne l'avez pas vu. Concernant la mise à jour, vous voyez qu'il y a 2 critères à mettre à jour. D'une part le PER et d'autre part le rendement. Vous verrez que ce ne sont pas des grosses mises à jour, c'est juste qu'à chaque fois ces 2 critères sont limites au niveau des zones, et donc je reste objectif et je vais faire les changements de couleur puisqu'ils sont passés un peu de l'autre côté à chaque fois de la zone. Concernant LVMH, commençons par le business et les actualités. La première actualité concernant le groupe de luxe LVMH, eh bien, c'est la présentation du futur du luxe vu par cette société, et selon 6 thèmes stratégiques qui sont arc-boutés sur le digital. La présentation, elle concerne 23 nouvelles startups avec lesquelles ils accélèrent sur ces différents thèmes. Le premier thème concerne l'expérience du produit en 3D et virtuel et direction sur le métaverse, thème dont on entend beaucoup parler actuellement, qui est très à la mode. 4 startups sont indiquées ici avec différentes choses qu'elles développent, différents produits qu'elles essayent de développer, notamment par exemple connecter les marques de mode au monde virtuel. Il y a le deuxième thème, omnicanal et vente au détail, qui est indiqué ici, 3 startups également, avec, vous voyez par exemple, de l'hyper-personnalisation, des promotions, de la fidélisation pour doper l'engagement client. Le troisième thème concerne l'expérience employée et RSE, avec la proposition d'engager les employés et le public avec des jeux, par exemple, pour les 3 startups qui sont ici pour ce thème. Le quatrième thème concerne l'excellence des opérations et de la fabrication, où il y a encore 3 startups ici, avec par exemple la proposition de gérer, former et responsabiliser les employés de l'industrie. Le cinquième thème se tourne vers les médias et la notoriété des marques. Nous retrouvons 4 startups ici, avec par exemple une intervention sur la prédiction des performances du contenu. Et le sixième thème est très d'actualité, c'est la durabilité, avec 6 sociétés, 6 startups ici indiquées, et par exemple une qui va développer des alternatives au cuivre sans plastique qui sont fabriquées avec des déchets verts. La deuxième actualité concerne également de l'investissement avec LVMH qui investit dans la marque new-yorkaise Aimé Léon Doré. Cet investissement se fait via les LVMH Luxury Ventures, qui est le fonds d'investissement du groupe qui est dédié aux marques émergentes. Et cette initiative d'investissement, elle vise à soutenir financièrement et stratégiquement l'expansion du label qui continuera à opérer depuis le siège de New York. Cette participation, comme vous pouvez le voir ici, elle est minoritaire dans Aimé Léon Doré. Ces 2 actualités du côté d'LVMH, eh bien c'est indiqué ici, c'est le groupe de luxe qui poursuit sa politique d'investissement stratégique. Les investissements continuent à montrer une marque qui est en expansion et donc le business reste en vert pour ce critère, pas de souci. LVMH, c'est une grosse capitalisation du CAC 40, gros indice français, cela reste en vert également pour ce critère. Pour les résultats, c'est exactement la même chose que pour l'autre société de luxe Hermès, c'est un petit bémol en 2020, mais tout repart et tout est reparti en 2021 et cela va continuer après, ce seront les estimations, et donc du vert clair pour le petit bémol de 2020.
Le cours de bourse il est encore plus haussier que pour Hermès. Il fallait se distinguer pour être dans les sociétés qui versent au mois d'avril et qui sont dans les premières. Et c'est 273% en 5 ans. C'est très haussier. Un cours de bourse en vert pour le critère. Côté dividende, l'augmentation du dividende, et bien là aussi ça marque des gros paliers, même un gros palier en ce moment, à voir ce qui va se passer en 2022 au niveau du versement de ce dividende, mais dans tous les cas sinon c'est plutôt en augmentation année après année au niveau global. Le ratio de distribution, là il est parfaitement maîtrisé, il n'y a pas d'impair du tout, le rendement qui est versé est parfaitement maîtrisé par la société et il n'y a aucun mal sur sa santé financière. Allons donc mettre à jour les deux critères qui nous manquent, le PER et le rendement. Le PER de LVMH, le ratio cours sur bénéfice est indiqué ici, il est maintenant de 37,11 actuellement, avec le cours de bourse actuel et les bénéfices actuels, les résultats nets actuels. Il est donc passé au-delà de la zone des 35, il était donc un peu en dessous avant et maintenant il est passé au-dessus. Tout ça s'explique parce que si on prend par rapport à octobre par exemple, par rapport au 8 octobre ici, nous avons 11% d'augmentation, voilà une bonne dizaine de pourcents d'augmentation et donc du coup cela a fait augmenter ce ratio cours sur bénéfice puisqu'il n'y a pas eu de résultat trimestriel entre temps. Et donc du coup maintenant nous sommes passés du orange au rouge pour ce critère du PER. Côté rendement, eh bien, vous voyez, avant on était à un rendement qui était un tout petit peu inférieur à 1%, c'est pour ça que nous étions dans la zone orange. Maintenant, eh bien, il va indiquer pile poil à 1% en rythme annualisé. Et donc du coup, eh bien, nous allons mettre ici le critère, nous allons le passer dans la zone jaune, même si eh bien, cela ne change pas grand-chose en tant que tel, puisque ce dividende n'a pas plus augmenté que ça, mais en rythme annualisé, puisque LVMH verse son dividende à la fois en avril et à la fois en décembre, avec le versement en décembre, eh bien, ça l'a mis à 1%. Donc remettons aussi à jour ce critère et passons-le du orange au jaune. Donc pour celui-là, il s'améliore. Le bilan est donc un peu dégradé du côté du PER et un peu amélioré du côté du rendement pour LVMH, et ce qui donne au final un bilan positif. C'est exactement le même bilan pour les critères essentiels que pour les sociétés d'à côté. Et même pour, si on regarde même côté dividende, eh bien c'est exactement le même bilan sur tous les critères, sur toutes les couleurs, hein, bien sûr pas sur les chiffres, que pour Siemens Healthineers. Donc bien sûr un bilan qui apparaît plutôt positif. Le PER est en rouge, un peu au-delà des 35, mais il n'est pas beaucoup au-delà des 35 hein, par rapport à Hermès où c'est beaucoup plus important. Et côté dividende, rien d'inquiétant, le rendement vient de passer dans la zone intéressante, moyenne, mais il est vraiment dans le bas de cette zone, il ne peut pas être plus bas au niveau de cette zone. Il est plutôt en augmentation et plutôt très bien maîtrisé. Et donc pour la santé financière de l'entreprise, il n'y a aucun souci, nous l'avons vu notamment avec les actualités concernant les investissements. Pas de société à présenter en mai et en juin au niveau des dates de paiement, tout simplement pourquoi? Parce que nous avons déjà vu ces sociétés dans la première vidéo où nous avons fait une analyse fondamentale, je vous mets le lien hein, sur cette stratégie à dividende mensuel où nous avons fait les premières sociétés au niveau des performances sur les 3 dernières années au niveau du stock 600. Et ces sociétés, c'est tout d'abord ASML Holding que nous avons vu du côté des Pays-Bas et ST Microelectronics qui verse son dividende en 4 fois, qui est trimestriel du coup, au niveau qui était arrivé 3 fois première, mais par contre sur le mois de juin, elle arrive en deuxième. Et nous passons du coup directement en juillet, où là nous avons une nouvelle entreprise que nous n'avons pas encore vue, et qui verse à la fois en juillet et en novembre son dividende, exactement comme LVMH le verse en avril et en décembre. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont en double ici. Et cette société, c'est une société espagnole de côté des télécoms, et il s'agit de l'entreprise Cellnex. Cellnex Telecom, c'est donc une entreprise espagnole qui est spécialisée dans les infrastructures de télécommunications, notamment dans la gestion des pylônes de télécommunications. Elle a été créée en 2000, cette société, et les effectifs en 2021, vraiment tout récemment, sont de 1610 personnes. Allons plus dans le détail, et vous voyez que cette société elle figure parmi les principaux exploitants européens d'infrastructures de télécommunications et de radiodiffusion, et ses revenus ils se répartissent selon les activités suivantes. Tout d'abord, à près de 80%, la location d'infrastructures télécom, donc tout ce qui est destiné essentiellement aux opérateurs de télécommunications mobiles. L'exploitation de réseaux de radiodiffusion apparaît à 14,2% du chiffre d'affaires,
Et ensuite, il y a d'autres, notamment des prestations de services de réseautage, comme vous voyez indiqué ici. Au niveau de la répartition géographique, c'est l'Espagne pour un tiers, l'Italie pour un peu plus de 20%, la France pour 20% à peu près, et ensuite nous retrouvons le Royaume-Uni, la Suisse, le Portugal et encore d'autres pays du côté de l'Europe. Donc une belle diversification tout de même, même si c'est très orienté Europe. Au niveau des actualités, il y en a du côté de Cellnex, puisque les infrastructures de téléphonie mobile, vous voyez, l'autorité a autorisé sous condition le rachat de la société Ivory par le groupe Cellnex. Donc tout ce qui est cédé ici, hein, c'est tout ce qui est indiqué ici au terme de l'opération, les infrastructures passives, donc des pylônes, des mâts d'hébergement, les antennes locaux, les équipements techniques du réseau téléphonie mobile d'Altis, donc SFR, sont cédés au groupe Cellnex. Il y a une petite contrepartie quand même, hein. Vous voyez que au niveau en termes de concurrence, hein, l'autorité était préoccupée de la concurrence, donc elle a subordonné son choix à un engagement du groupe Cellnex qui s'est engagé à céder à un ou plusieurs opérateurs agréés par l'autorité plus de 2500 sites actifs de type toit-terrasse et plus de 300 sites actifs de type autre situés en zone urbaine, de façon à supprimer les additions de parts de marché résultant de l'opération. Donc il y a quand même la concurrence qui joue là-dedans, mais Cellnex investit beaucoup. Et cela se voit encore sur la deuxième actualité, puisque vous voyez que c'est carrément Cellnex qui s'érige en tête de réseau. En effet, le groupe espagnol il a racheté en série des antennes aux opérateurs télécoms pour louer un marché ultra lucratif. En tout cas, c'est tout ce qui est indiqué et vous savez normalement qu'ils ont effectivement venu en France du côté notamment de la Bretagne. Donc un groupe qui investit beaucoup, qui entreprend beaucoup, qui s'agrandit beaucoup, qui s'étend beaucoup, et donc un business en vert. Maintenant, il va falloir que tout ça paye au bout d'un moment. La capitalisation boursière, elle est indiquée ici à 29,27 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière, pas de souci. Et c'est donc du vert pour le deuxième critère également. Le troisième critère, eh bien nous voyons les investissements en 2020. Effectivement, cela diminue au niveau des résultats nets et ça fait même plusieurs années que cela diminue, hein, puisqu'on voit ici en 2016 nous étions dans le positif et en 2018 c'est déjà en dessous par rapport à 2017 même et c'est encore le cas en 2020. Donc c'est une tendance qui est plutôt négative, même si elle est même complètement négative, hein, ici, non pas complètement, pas en 2019, puisque 2019 était moins négatif que 2018, mais tout cela s'explique par tous les investissements du groupe. Et vous voyez que ça se poursuit en 2021. Les estimations sont même que le groupe ne va faire que des bénéfices et donc retrouver des résultats nets positifs à partir de 2023. Normalement, 2022 devrait être aussi négatif, mais moins négatif. Donc la pente devrait s'améliorer. Dans tous les cas, du coup, pour ce critère, la pente est plutôt négative pour l'instant, c'est du orange, mais on a une explication à ce orange, et donc il devrait s'inverser au fur et à mesure. Au niveau du cours de bourse, eh bien vous voyez là c'est très vert, c'est 320,96% d'augmentation sur 5 ans, donc c'est une très forte augmentation. Et si nous prenons par rapport par exemple au 25 janvier, donc sur 3 ans à peu près, nous avons encore 132,33% d'augmentation. Tout cela s'explique parce que effectivement le groupe investit beaucoup, donc les investisseurs ont une idée de pourquoi le groupe ne fait pas de résultats pour l'instant et est en déficit au niveau des résultats nets à annoncer, c'est tous ces investissements et du coup sur un marché qui pourrait être ultra lucratif dans le futur. Donc c'est pour ça que le cours de bourse lui monte en flèche. En tout cas, c'est un cours de bourse qui est complètement en vert. Du côté du ratio cours sur bénéfice, eh bien vous le voyez, il n'est pas indiqué ici, mais ça c'est comme d'habitude, quand les résultats sont dans le négatif, eh bien le ratio cours sur bénéfice, soit vous le mettez en négatif si vous voulez, mais en tout cas on dit qu'on ne le calcule pas, et il est complètement dans la zone rouge, et il va falloir normalement attendre 2023 pour qu'il redevienne positif selon les estimations. Donc un critère en rouge. Passons du côté des dividendes, et du côté des dividendes, nous avons tout d'abord l'augmentation de ce dividende année après année. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore pour 2022, mais normalement ça ne devrait pas être très élevé. Mais vous voyez que les montants à chaque fois sont très très ridicules. Bon, ils apparaissent en tout cas peu élevés, et vous allez le voir juste derrière, effectivement.
Au niveau de ce dividende, eh bien, ça va un peu avec les investissements qui sont faits. Il reste peu élevé ce dividende et il a même été baissé par rapport à 2017. Donc si nous regardons les 5 dernières années, eh bien, c'est plutôt baissier, même si ça a un tout petit peu augmenté par rapport en 2021 par rapport à 2020, mais vraiment pas grand-chose. Et on voit ici, si vous voulez voir tous les détachements, on voit les 2 détachements par année, puisque généralement il y a 2 détachements par année. Des fois, peut-être un peu plus. Par exemple, en 2021, on le voit que c'était en 3 fois ici. En tout cas, ce qui donne un historique du dividende plutôt en décroissance sur les dernières années, on l'explique aussi, mais pour l'instant, c'est du orange. Cela remontera peut-être plus tard à l'avenir. Du côté du rendement du dividende, eh bien, il est indiqué ici à 0,15% ce rendement du dividende, très faible comme je vous l'ai dit. Donc c'est presque une société qui serait une société en croissance qui investirait, mais elle préfère ne pas couper son dividende complètement et donc laisse un niveau très bas, un niveau que nous allons donc mettre en orange puisqu'il se situe dans la zone entre 0 et 1%. Au niveau du ratio de distribution associé à ce dividende, la distribution sur le résultat net, eh bien, vous le voyez, c'est pas surprenant. Nous avions encore des résultats positifs en 2016 et 2017, donc le dividende était très faible par rapport à ces résultats positifs. Mais par contre, depuis, ce sont des résultats négatifs et donc, du coup, la société s'endette pour verser son dividende. Heureusement qu'il n'est pas élevé, sinon ça pourrait mettre à mal la situation financière de l'entreprise. Ici, nous avons du vert, ici, nous avons du jaune et ici, nous avons beaucoup de rouge. Donc, nous allons mettre du orange pour ce dernier critère. Le bilan n'apparaît pas positif pour Cellnex Telecom, mais cela, on a l'explication puisque ce sont tous les investissements qui l'expliquent notamment. En effet, dans ce bilan, nous avons un PER qui est en rouge puisque la société elle fait des pertes actuellement. Les résultats, eux, sont en baisse avec tous les investissements qui sont faits. Les pertes actuelles, parmi les autres critères, les autres ils sont en vert, notamment le cours de bourse, et c'est à signifier puisque les investisseurs misent sur l'avenir et le pari que tous ces investissements vont devenir très lucratifs à l'avenir pour Cellnex Telecom, comme pour l'instant les estimations semblent le montrer à partir de 2023 et même déjà en 2022 où ça devrait s'améliorer du côté des résultats, où ça devrait être moins négatif. Du côté des dividendes non plus, c'est pas très réjouissant puisque certes le rendement est très faible et ça pourquoi pas, mais ce dividende il est en diminution année après année puisque, presque en tout cas, puisque la société a décidé de se tabler quand même sur ses investissements. On a en tout cas l'explication et peut-être que cela va s'inverser quand la société fera davantage de bénéfices, même des bénéfices, puisque pour l'instant elle n'en fait pas. Et le ratio de distribution, eh bien lui, il apparaît aussi dans le orange, puisque pour l'instant, eh bien la société, elle s'endette pour continuer à verser son dividende plutôt que de l'avoir coupé. Il aurait été peut-être plus judicieux de le couper, mais en tout cas, c'est pas le choix qu'a fait cette société. Et cela va peut-être pas plus l'endetter que ça, et elle mise sur l'avenir comme tous les investisseurs qui investissent sur son cours de bourse, d'où la hausse. Nous passons du côté du mois d'août et l'entreprise qui est arrivée deuxième au niveau du mois d'août, c'est une entreprise que nous avons déjà vue en décembre, mais dans un autre style, dans une autre stratégie, dans une stratégie à dividende aristocrate. Cette société, il s'agit de Novo Nordisk. Je vous mets le lien vers la vidéo où nous avons déjà vu en détail cette société, et ici il s'agit d'une mise à jour. Un seul critère va être à mettre à jour, mais même déjà, j'ai envie de dire, puisque c'était juste en décembre. Mais tout cela s'explique par la volatilité du marché, puisque Novo Nordisk a fait partie des sociétés qui ont corrigé, et donc la correction a entraîné un PER plus faible, puisque ce ne sont pas les résultats, ce ne sont pas de nouveaux résultats qui sont intervenus et qui ont fait diminuer ce PER. Donc, nous allons voir ça ensuite. Du côté du business, pas de nouvelles actualités, cela reste du vert pour Novo Nordisk, pas de souci de ce côté-là, pas de souci que de côté capitalisation non plus, cela reste une grosse capitalisation boursière, même avec la correction, c'est pas ça qui change la donne, et donc du vert. Les résultats sont en hausse année après année, ça reste toujours en vert, il n'y a pas eu de nouveauté là-dessus. Le cours de bourse reste à plus de 150% d'augmentation sur 5 ans, malgré la dernière correction qui est quand même assez violente. Et donc du coup, c'est un critère qui reste en vert. Côté dividende, rien d'inquiétant, le rendement est à 1,47% avec le cours actuel. Le dividende est versé en augmentation année après année, ce qui la met dans les dividendes aristocrates, puisque ça fait même plus de 10 ans
qu'elle verse ce dividende, et le ratio de distribution reste relativement bien maîtrisé aux alentours des 60%, mais des fois cela dépasse la zone des 60%, d'où le vert clair, mais vraiment rien d'inquiétant là-dessus. Allons mettre à jour le critère qui nous manque, le PER. Le PER, le Price Earning Ratio, ou le ratio cours sur bénéfice, comme vous préférez, pour Novo Nordisk, qui est affiché ici à 31,86 maintenant. Il se situe donc désormais dans la zone entre 25 et 35 et dans la zone orange. Tout cela s'explique, comme je vous l'ai dit, par une grosse correction sur le cours de bourse qui a eu lieu. Vous voyez, si on prend par rapport au plus haut, c'est 17,47% de correction, une correction violente en un mois, et donc une belle correction qui a fait bien chuter ce PER. Et cela s'explique vraiment par ça, puisque vous voyez que côté résultats, nous n'avons pas encore eu les résultats de Novo Nordisk, qui en tout cas ne nous sont pas encore affichés, même s'ils ne devraient peut-être pas tarder au niveau du dernier trimestre. En tout cas, le PER passe du rouge au orange. Le bilan pour Novo Nordisk apparaît positif, et ce malgré la grosse chute sur le cours de la bourse, le cours de l'action en tout cas, et donc qui a entraîné une amélioration du côté du PER, mais vous voyez pas de dégradation du côté du cours de bourse, et la tendance reste haussière, et c'est ça qui est important. Du côté des dividendes, le rendement est intéressant, toujours dans la zone moyenne, le dividende en augmentation est bien relativement très bien maîtrisé, tout proche de la zone verte. Et donc du coup, cela donne un dossier positif sans aucun problème du côté de sa situation financière. Nous passons pour le mois de septembre au niveau de la date de paiement environ à une société que nous n'avons pas vue, c'est une société française et il s'agit de la société Rémy Cointreau. Rémy Cointreau, c'est un groupe familial français dont les origines remontent à 1724, donc très ancien. Et il possède un portefeuille de spiritueux dont la renommée est internationale. Donc c'est un grand distributeur et producteur du côté des spiritueux dans le monde entier. Du côté du site, on peut retrouver les marques de Rémy Cointreau. Et donc tout d'abord au niveau de la maison mère Rémy Martin, il y a deux marques de cognac du groupe, Louis XIII ici et Rémy Martin ici. Et ensuite, on va retrouver toute la division liqueurs et spiritueux avec 8 grandes marques. Ces marques sont Le Cointreau, Metaxa, Montgay, Saint-Rémy, Bruichladdich, The Botanist, Domaine des Hautes-Glaces, La Distillerie, Westland, Telmont et Belle de Brillet. Toutes ces marques du coup sont connues internationalement, même si le groupe n'est pas très diversifié au niveau de ça, ça reste un producteur mondial et là c'est vraiment la marque qui fait toute la différence au niveau de cette société. Le nombre de personnes employées c'est 1861 au niveau du dernier chiffre qui est indiqué ici. Et donc avec cette image de marque, cette grande image de marque, nous pouvons mettre du pair côté business. Pour Rémy Cointreau, la capitalisation boursière, elle s'affiche ici, elle est de 10,16 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière française et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus, de façon en annuel, et là vous voyez que comme pour le chiffre d'affaires en vert, eh bien c'est plutôt en descente, c'est plutôt baissier par rapport à 2017. En 2017 nous étions à 190 millions de chiffre d'affaires, de résultat net plutôt, et nous sommes passés à 144, et entre les deux nous étions à 159 millions. Donc vraiment une tendance plutôt à la baisse, même si c'est pas complètement à la baisse, puisqu'on voit qu'en 2021, ça repart par rapport à 2020 et la pandémie, où la société elle a quand même été très touchée par cette pandémie, mais en partie aussi en 2021. Et tout cela, normalement, devrait repartir, si toutes les estimations sont bonnes, complètement à la hausse pour cette société. Donc c'est un mauvais moment passager, mais que nous allons pour l'instant pénaliser en orange, puisque c'est plutôt baissier. Le cours de bourse sur 5 ans, c'est 128,40% de hausse. C'est pour ça que la société est arrivée en deuxième position au niveau de celle qui verse en septembre. Et sur 3 ans, nous avons encore 93,17% de hausse. À chaque fois, ce sont des grosses augmentations, même largement plus de 5% par an en moyenne, et donc du vert pour le critère du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici à 47,48. Il est donc élevé, bien au-delà des 35, et donc dans la zone rouge pour ce critère.
Passons côté dividendes et les versements de dividendes, l'historique de ce dividende. Nous regardons sur les dernières années, 2017. Vous pouvez voir ici vraiment tous les versements, puisque des fois il y en a plusieurs par année. Mais là, en tout cas, 2017 par rapport à 2021, nous voyons que nous passons à 1,85 alors que nous étions à 1,65 et donc c'est en augmentation au niveau global. Mais vous voyez qu'avec la pandémie, eh bien, ça a quand même été bien revu à la baisse et donc peut-être qu'avec l'amélioration des résultats, ce dividende va repartir à la hausse, mais on voit qu'il y a eu plusieurs baisses à chaque fois que pour le groupe, c'est pas tout le temps haussier. En tout cas, pour l'instant, c'est globalement haussier, mais pas complètement. C'est donc du vert clair pour ce critère. Le rendement annualisé du dividende, il est indiqué ici à 0,96%. Il se situe donc dans la zone entre 0 et 1%, un tout petit peu inférieur à 1% par rapport au prix actuel de l'action, et donc dans la zone orange pour ce critère. Au niveau payout ratio, au niveau de la distribution sur le résultat net, j'ai trouvé un peu de tout comme résultat, donc du coup je ne vais pas vous les montrer plus que ça, mais dans tous les cas, ce que je trouvais qui paraissait effectivement le plus cohérent, c'était à chaque fois des payout ratio qui étaient globalement, ou voire totalement, mais même souvent totalement, inférieurs à 60%, et donc un payout ratio maîtrisé, une distribution sur le résultat net qui était maîtrisée, et on le voit, ça s'explique notamment avec cette baisse, la baisse des résultats en 2020 et qui s'est soldée par une baisse du dividende. Et donc du coup, nous allons mettre ce dernier critère en vert, même si je vous le rappelle que j'ai vu plein de chiffres différents, et donc je ne sais pas exactement, je verrai si ça s'améliore au niveau des chiffres donnés. Du vert pour le dernier critère. Le bilan pour Rémi Cointreau n'apparaît pas positif, et en effet, puisque deux critères parmi les 5 critères essentiels apparaissent en rouge et orange. En rouge, le PER, puisqu'il est trop élevé, au-delà des 35, et les résultats qui sont plutôt en berne année après année, même si on a vu qu'on était peut-être en 2020 sur le point le plus bas, et qu'après ça allait que augmenter, ce qui a déjà été le cas en 2021 par rapport à 2020. Côté dividende, le rendement est certes faible, ce dividende est plutôt en augmentation année après année, mais on l'a vu que Rémi Cointreau n'hésite pas à couper son dividende lorsque c'est nécessaire, et cela s'explique avec un ratio de distribution qui est parfaitement maîtrisé. L'entreprise souhaite conserver une santé financière, une sécurité financière pour pouvoir continuer ses investissements éventuels, et en tout cas s'assurer une santé financière et ne pas couler. Nous terminons avec le mois d'octobre, puisqu'effectivement en novembre, eh bien, c'est déjà une société vue auparavant, c'est Cellnex, et en décembre, c'est une société vue auparavant, c'est LVMH, et donc du coup, ça en termine en octobre avec une société qui verse aussi en février plutôt, mais qui arrive plus loin en février car a de moins bons résultats sur 3 ans. Et cette société, c'est une société que nous avons déjà vue, mais il y a bien longtemps, puisque c'était en juin 2021 que j'ai fait l'analyse fondamentale de cette société, c'était lors des sociétés du secteur bancaire. Et donc c'est la société néerlandaise ING dont il s'agit. Je vous mets peut-être en lien la vidéo s'il y a encore de la place sur les sociétés du secteur bancaire, mais je n'ai jamais fait de mise à jour de ces sociétés, de l'analyse fondamentale de ces sociétés depuis. Concernant ING, vous voyez qu'il y a un critère qui va être à mettre à jour, il s'agit du rendement. Effectivement, à l'époque, je n'avais que le montant de février et pas celui d'octobre pour 2021, et donc du coup il était plus faible que prévu, mais il a été rehaussé, et nous allons voir la hausse ensuite. Du côté des autres critères, commençons par le business et l'actualité. Cette actualité, c'est ING qui quitte la banque de détail en France et quitte ses employés du coup en France avec bien sûr des démissions, un plan social qui est prévu, comme vous le voyez ici. En effet, ce que dit ING Group, en tout cas, c'est qu'ils évaluent en permanence leurs activités, notamment pour déterminer si elles ont une probabilité d'atteindre la taille souhaitée sur le marché dans un délai raisonnable, et sinon, dans ce contexte, sur le marché français, ce n'est pas le cas, d'où le fait qu'ils se retirent, et cela pour concentrer leur attention et donc leur déploiement sur des portefeuilles d'activités là où ils peuvent mieux se déployer. Donc au final c'est stratégique, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Donc certes ce n'est pas bon pour la France, mais pour la société, si c'est vraiment stratégique et si c'est bien réfléchi pour ING Group, c'est tout bénéfice. Cette décision stratégique ne remet pas en cause la couleur verte du business, et donc nous laissons du vert pour ING Group.
Cela reste une grosse capitalisation du côté des Pays-Bas dans le stock 600 et donc du vert également pour cette couleur. Les résultats étaient en berne en 2020, mais avec 2021, eh bien, ça s'est équilibré et donc nous avons une tendance en jaune et cela reste en jaune. C'est ce que nous avions déjà prévu. Au niveau du cours de bourse, eh bien, c'est toujours un tout petit peu baissier, hein, moins de 5% sur 5 ans, mais c'est très haussier depuis la reprise et donc sur 3 ans. Et là, le point bas a été touché en mars 2020 avec la pandémie et depuis, c'est une tendance à la hausse. Côté PER, le PER est de 11,11 actuellement et donc du coup se situe toujours dans la zone entre 10 et 17, un PER qui est un indice de cherté qui est toujours peu cher actuellement, assez peu élevé et donc très intéressant dans la zone en vert clair. Côté dividende, le dividende lui est en diminution, en tout cas plutôt en diminution, c'est pas complètement en diminution, mais c'est en diminution et il a même été coupé en 2020 ou plus ou moins coupé en 2020. En tout cas largement diminué en 2020. Du côté du ratio de distribution, c'est toujours parfaitement maîtrisé année après année, donc pas de souci là-dessus. Et donc allons mettre le rendement à jour avec le montant qui a été versé en fin d'année dernière. Le montant du dividende annualisé, donc le rendement annualisé pour ING Group, eh bien vous voyez qu'il est de 4,56%. Donc comme souvent pour les bancaires, quand tout se passe bien, eh bien ce sont des dividendes qui sont élevés et donc qui se retrouvent au-delà des 3% et donc dans la zone verte. Le bilan pour cette dernière société, pour le mois d'octobre, il y a peu de sociétés et ce bilan il apparaît plutôt mitigé puisque deux critères apparaissent en jaune parmi les critères essentiels et même le PER est en vert clair et pas complètement en vert, même s'il est proche de la zone verte, mais avec ces deux critères en jaune, ce n'est pas forcément très positif, même si le cours de bourse est relativement positif depuis la pandémie. Côté dividende, pour le coup, pas de grande inquiétude. Le rendement est en vert, il est très élevé, même si ce rendement est en diminution plutôt ces dernières années. Après, cela peut repartir à la hausse, mais dans tous les cas, le ratio de distribution est parfaitement maîtrisé et donc la société ne s'endette pas du tout et voilà, elle garde en tout cas des finances et elle garde serein ses finances. Voilà pour aujourd'hui pour ces 8 actions qui sont arrivées en deuxième dans le calendrier des dividendes sur, je vous le rappelle, les actions du stock 600 et que j'ai trié sur les performances des 3 dernières années. Et donc là, c'est toute la zone des deuxièmes actions en enlevant les doublons et celles qui avaient déjà été présentées dans la première vidéo.